Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, et merci d'être présents aujourd'hui. Merci à ceux qui sont à distance aussi. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la 9e édition de notre baromètre Texial sur la rénovation énergétique et les Français. 9e édition. Je suis accompagné de Frédéric Michaud, directeur des études d'Opinionway, et je suis moi-même Jean-Baptiste Devalland, directeur général de Texial. Alors, on se donne une petite heure, on va dérouler la présentation, et puis ensuite, on se laissera du temps dans la salle et à distance pour répondre à vos questions. Même s'il y a des habitués de cette édition de notre baromètre, quelques chiffres et quelques éléments rapidement pour vous représenter Texial. Texial, c'est une société de conseil en efficacité énergétique qui existe depuis 1987, avec 300 collaborateurs, des conseillers experts. Depuis 2020, on a accompagné près de 200 000 foyers dans leurs projets de rénovation énergétique. On les accompagne tout au long de leur projet. Et puis on est délégataire des C2E et mandataire de MaPrimeRénov' pour l'ANA. Alors, avant de vous dévoiler les résultats de cette 9e édition du baromètre, quelques éléments pour remettre dans le contexte. Avec des ambitions en matière de rénovation énergétique qui sont de plus en plus fortes et qui s'inscrivent d'ailleurs dans des ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la rénovation énergétique des bâtiments est un des leviers les plus importants pour les bâtiments, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, des chiffres que vous connaissez, et puis certains chiffres qui sont plus récents, puisqu'ils ont été annoncés par le président de la République dans la présentation de la planification écologique, avec les principales ambitions, donc une réduction de 55% au global, au niveau national et au niveau européen d'ailleurs, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, c'est le Fit for 55, et qui se décline dans la planification écologique pour les bâtiments par un objectif de réduction de 60%. Donc extrêmement ambitieux, extrêmement important par rapport à 2019. Et puis la conséquence en matière de rénovation énergétique, c'est la trajectoire que vous avez à l'écran, avec un chiffre qui est très élevé et très ambitieux, puisque l'objectif de cette trajectoire de planification écologique, c'est plus de 2 millions, 2,5 millions rénovations des logements en 2030 sur une année. Des échéances et une ambition qui est accentuée, qui se traduit par des obligations et un renforcement de la réglementation, en particulier en matière immobilière. Avec, vous connaissez les premières échéances, pour l'interdiction de la chaudière fuel qui est derrière nous maintenant, l'obligation de réaliser un audit pour les ventes de passoires thermiques, et c'est en place depuis le début de l'année. En revanche, la future interdiction en 2025 de la mise en location des logements classés G, puis en 2028 pour les classés F. 2025, c'est évidemment demain. Et puis, en discussion aujourd'hui, dans le cadre de la réforme des primes publiques à la rénovation énergétique, en particulier de MaPrimeRénov', l'obligation de réaliser une rénovation globale, donc les rénovations complètes, dites performantes, pour les propriétaires de passoires énergétiques.
et c'est quelque chose qui s'appliquerait dès 2024. Et puis en cible, concernant les passoires énergétiques, donc la volonté et l'objectif de supprimer les passoires énergétiques d'ici 2028. À date, on le reverra, mais à date, en France, il y a 5,2 millions de passoires énergétiques. Alors des ambitions qui sont extrêmement fortes, et pour autant une réalité qui est encore très loin de ces objectifs, puisque en 2023, sur le premier trimestre, seulement 10 000 rénovations performantes aidées par l'ANA ont été réalisées. Donc vous voyez qu'on est très loin des chiffres qui ont été présentés dans la trajectoire écologique. Un rythme de rénovation, toute rénovation confondue, qui stagne, et pour certaines opérations, on en reparlera, mais qui baisse, et en tout cas qui reste très loin des objectifs. Et puis, je le disais à l'instant, un nombre de passoires énergétiques qui stagne lui aussi, puisque c'est grosso modo le même niveau qu'en 2022, avec plus de 5 millions de passoires énergétiques encore en France. Alors on va passer aux résultats, et l'objectif du baromètre, entre autres, c'est de comprendre pourquoi ce fossé se creuse entre les objectifs en matière de rénovation énergétique et puis la réalité du terrain. Je passe la parole à Frédéric Michaud. Merci et bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans ce baromètre, peut-être vous présenter la méthodologie. Alors, le principe d'un baromètre, c'est d'appliquer toujours la même méthodologie pour que nous soyons certains que les évolutions sont bien liées à des évolutions de l'opinion et pas à des variations méthodologiques. En l'occurrence, nous avons interrogé, comme l'année dernière, un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de cet échantillon a été constituée selon la méthode des quotas que nous utilisons en France pour assurer la représentativité des échantillons. Un échantillon qui a été administré en ligne du 11 au 15 septembre 2023. L'année dernière, les interviews avaient été réalisées du 16 au 21 septembre. Donc vous voyez qu'on est un tout petit peu plus tôt que l'année dernière. Puis la spécificité de cet échantillon, c'est sa taille. Plus de 2000 personnes interrogées, 2065 très exactement. Ça nous donne au moins deux avantages. Le premier, c'est que ça permet évidemment de resserrer les marges d'erreur. Un échantillon plus large, c'est un échantillon plus fiable, plus robuste statistiquement. Et puis le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de zoomer sur certaines sous-catégories de la population, notamment de pouvoir lire les résultats par grande région. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise l'échantillon habituel de 2000 personnes. Là, on peut zoomer vraiment sur chacune des 12 régions françaises. Alors, je passe rapidement sur le profil de l'échantillon parce que c'est le profil de l'INSEE. Peut-être un point sur le type de logement dans notre échantillon, comme dans la France, comme en France. Dans la population française, nous avons 58% de propriétaires. La plupart d'entre eux, 45%, sont propriétaires de maisons individuelles. 36% de locataires dans notre échantillon. Et là, des locataires qui se répartissent entre la maison individuelle pour 12% d'entre eux, les immeubles collectifs privés pour 14% d'entre eux, et puis le reste qui sont en immeubles collectifs en logement social. Passons donc sans plus tarder aux résultats avec une première partie qui concerne la sensibilisation à la performance énergétique et l'inconfort ressenti dans son logement avec cette première question. Le montant mensuel de la facture d'énergie, en haut, vous avez l'intitulé exact de la question, mot pour mot, telle qu'elle a été proposée aux personnes interrogées. Vous avez les items de réponse. Là, en l'occurrence, c'était une question ouverte, donc les réponses étaient spontanées. Le montant mensuel de la facture d'énergie, tout compris, électricité, gaz, fioul, s'établit à 192 €. C'est exactement le même montant que l'année dernière, mais
cette stabilité ne doit pas masquer des divergences qui sont fortes dans les sous-catégories de la population. Pour les catégories populaires et pour les catégories socio-professionnelles dites supérieures, c'est-à-dire les cadres et les professions intermédiaires, ce montant est de 201 €. Chez les catégories populaires, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, il est de 175. Les propriétaires payent davantage, 206 € que les locataires, 174. Et puis la facture est la plus élevée en Bretagne, 226 €, la plus basse en Bourgogne-Franche-Comté, 145. En Île-de-France, on est dans la moyenne, à 1 € près, 191 €. Ça dit bien quand même à quel point on reste toujours dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat. La facture d'énergie, on le sait, pèse très lourd dans le budget des Français. Elle ne s'est pas desserrée par rapport à l'année dernière, cette contrainte. Elle reste stable et donc elle reste très, très importante. Deuxième question, le ressenti du froid malgré l'utilisation du chauffage en hiver. C'est une question que nous utilisons depuis plusieurs années. Vous le voyez, 45% de la population déclare ressentir souvent, 13%, ou de temps en temps, 32%, le froid dans son logement malgré l'utilisation du chauffage. Et là, on retrouve aussi des variations dans les sous-catégories de la population qui sont traditionnelles. Les femmes ressentent davantage le froid que les hommes, 52 contre 39%. Plus on est jeune, plus on ressent le froid dans son logement. 59% chez les 18-24 ans, c'est 30 points de moins chez les plus âgés. Donc entre les deux extrémités de l'échelle générationnelle, il y a 30 points d'écart. 29% chez les 65 ans et plus, 59% chez les 18-24. Et puis les catégories populaires ressentent davantage le froid, en majorité 54%, que les CSP+. De la même façon, les locataires, 57% des locataires ressentent le froid. C'est seulement 39% des propriétaires. Puis en termes de région, là c'est un petit peu plus logique. C'est dans les Hauts-de-France, 55%, en Bourgogne-Franche-Comté, où le climat est peut-être plus sévère, qu'on ressent davantage le froid. En Bretagne, climat plus doux, 36%. Dans les Pays de la Loire ou en Occitanie, 36 et 37%. Là, le ressenti du froid est plus rare. En évolution, bon, ça reste stable par rapport à ce qu'on observait l'année dernière. Et pourtant, des dispositions, c'est une nouvelle question, ont été prises pour améliorer le confort du logement cet hiver. Alors, il y a une mesure qui a été adoptée par les Français, une mesure qui se détache des autres, c'est le fait de baisser le chauffage à 19 degrés, mesure qui a été appliquée par quasiment un Français sur deux, 48%, qui ont suivi donc les recommandations du gouvernement, il y a eu des campagnes de communication, et une mesure qui a été davantage appliquée par les plus âgés, 55%, et par les propriétaires, 52%. On a toujours dans cette grande catégorie de sobriété, qui concerne, vous le voyez, 59% des réponses, le fait d'avoir bloqué les entrées d'air froid, qui est appliqué par 18% des Français, ou d'avoir installé des thermostats pour réguler le chauffage en fonction des absences, un peu moins utilisé, mais tout de même appliqué par 10% des Français. Et puis on a un tiers des Français, 32% très exactement, qui ont choisi d'appliquer des mesures beaucoup plus radicales que ces mesures de sobriété. Quelles sont ces mesures? Couper le chauffage dans certaines pièces tout l'hiver. Ça a été appliqué par 26% des Français. Couper complètement le chauffage, éteindre sa chaudière. Ça a été appliqué par 7% des Français et 10% des locataires. Au global, on le voit bien, 77% des Français ont fait quelque chose, donc on agit par divers moyens pour améliorer le confort dans leur logement. Mais ce qui est très frappant sur ce tableau, c'est de voir que les travaux de rénovation énergétique, finalement, ont été assez peu appliqués par 10% seulement de la population. Après l'hiver, l'été. En été, vous arrive-t-il d'avoir trop chaud dans votre logement?
oui pour 64% des Français, et même un quart d'entre eux qui déclarent ressentir la chaleur souvent, 39% de temps en temps, et un quart rarement. Donc c'est beaucoup plus ressenti que le froid, hein. Vous vous souvenez que le froid, c'était 45%. C'est davantage ressenti par les plus jeunes, par les locataires, plus que par les propriétaires, 70 contre 60%, et par ceux qui estiment que des travaux de rénovation sont nécessaires dans leur logement. Là, on monte à 73% contre 50% dans les autres types de logements. Et puis surtout, ce qui est vraiment très intéressant de regarder sur cette question, c'est le détail des résultats par région. Il y a une région, ça ne va pas vous surprendre, dans laquelle le ressenti de la chaleur en été est beaucoup plus fort que dans l'ensemble des autres régions, c'est l'Île-de-France. 73% des franciliens, donc 10 points de plus que la moyenne, déclarent ressentir la chaleur en été. C'était attendu, c'est logique, on comprend les raisons qui expliquent ce ressenti, mais tout de même, je trouve le chiffre spectaculaire. L'écart à la moyenne est très élevé. La région dans laquelle on ressent le moins la chaleur en été, ce sont les Pays de la Loire, 53%. Alors de la même façon, est-ce que des dispositions ont été prises pour améliorer le confort du logement en été, pour faire face aux fortes températures dans le logement? Là aussi, hein, vous le voyez, il y a toute une série de mesures qui ont été appliquées, mais ce qui domine, ce sont des solutions classiques. J'ai utilisé des ventilateurs, 53% des Français déclarent l'avoir fait. Dans une moindre mesure, j'ai installé une climatisation. 16% des Français déclarent l'avoir fait. C'est un petit peu plus élevé en Occitanie, 26%, ou en PACA, 24%. On a des solutions aussi qu'on pourrait qualifier de passives ou de contraintes. Sont-ce vraiment des solutions? J'attends la tombée de la nuit. Bon, 43% des Français, qui d'une certaine manière se résignent face à ces fortes chaleurs, où je change de lieu pour dormir. Je vais éventuellement chez un proche pour 4% des Français. Là aussi, les travaux de rénovation énergétique sont assez peu utilisés. 13% seulement des Français déclarent avoir eu recours à ce type de travaux, avoir installé une pompe à chaleur réversible, avoir isolé des murs, des toitures, des fenêtres. C'est finalement assez peu. Regardez, j'ai installé des protections solaires, 12%. J'ai végétalisé les façades pour augmenter les zones d'ombre, 5%. Changement des revêtements de sol intérieur ou extérieur, 3 et 2%. C'est une nouvelle question cette année, et on voit que le résultat est extrêmement intéressant, et d'ailleurs illustre le grand écart que je disais en introduction, puisqu'on a des Français qui, face à ces vagues de canicule, ces vagues de chaleur, sont démunis. Comme vous disiez, Frédéric, des Français qui subissent et qui ne passent pas à l'acte, qui ne réagissent pas, donc qui prennent des mesures vraiment, on subit. Et donc il est vraiment urgent que le dispositif, les pouvoirs publics, l'écosystème de la rénovation énergétique prennent en compte cette nouvelle donnée et ces vagues de chaleur qui seront de plus en plus présentes. Alors si nous passons maintenant justement au passage à l'acte, avec cette question: selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas nécessaires dans votre logement? Et cette année, nous avons légèrement changé l'intitulé de la formulation pour ajouter autant pour lutter contre le froid que la canicule. Donc il faut regarder les évolutions en ayant en tête cette variation d'intitulé qui peut entrer en compte dans l'évolution. Ce qu'on observe à date, c'est que 58% des Français, donc une large majorité, nous disent que des travaux sont nécessaires dans leur logement. C'est le cas notamment des propriétaires, 53%, et plus encore des locataires,
68%, notamment les locataires en maison individuelle, 72%. C'est le cas encore plus pour les catégories populaires, plus de 2 tiers d'entre elles, donc des employés et des ouvriers contre 62% des CSP+. C'est le cas aussi à hauteur de 71% pour les 25-34 ans. Les 25-34 ans, c'est toujours une tranche d'âge qu'on regarde parce que ce sont les primo-accédants à la propriété, ceux qui cherchent à acquérir un logement, qui s'installent dans un logement. Peut-être ceux-là portent un regard neuf sur leur logement et se rendent davantage compte de la nécessité de réaliser des travaux. Et puis en termes de région, c'est dans les Hauts-de-France, 67%, qu'on ressent davantage cette nécessité, 48% en Bretagne, c'est la région où le score est le plus faible. En évolution, en tenant compte de la précaution méthodologique que j'ai évoquée, on atteindrait un niveau record. Alors, on voit bien, même depuis plusieurs années maintenant, que cette nécessité est en train de s'ancrer dans l'opinion, qu'elle s'enracine. La prise de conscience qu'on avait décelée l'année dernière, elle se poursuit, elle se prolonge, et peut-être même qu'elle est en train d'aboutir. On verra l'année prochaine si ce record est confirmé, s'il est dépassé ou si on a un petit tassement. Mais en l'occurrence, on voit bien depuis le début de la décennie la prise de conscience d'une nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement. Nouvelle question, seriez-vous prêt à réaliser des travaux de rénovation énergétique pour améliorer le confort dans votre logement l'été? Oui, pour 46% des Français. Dans le contexte économique actuel, c'est plutôt un bon résultat. 9% nous disent même que c'est une priorité. Et puis, le reste mettent des conditions pour réaliser ces travaux. D'abord, à condition que les solutions proposées aient un retour sur investissement rapide. Là aussi, on comprend bien la préoccupation économique. Ou, deuxième condition, elle aussi qui relève du domaine économique, à condition de bénéficier d'aides financières pour 21% des Français. 17% nous disent qu'ils privilégient des équipements plus accessibles financièrement, donc une dépense unique et pas forcément de retour sur investissement. On retrouve la climatisation, le ventilateur, c'est-à-dire les solutions traditionnelles qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis 37% nous disent qu'ils ne seraient pas prêts à réaliser ce type de travaux parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Donc on voit bien à quel point la contrainte financière pèse sur la propension à réaliser ce type de travaux. Il y a certaines catégories qui pourraient effectuer majoritairement ces travaux. Alors c'est davantage les hommes que les femmes. On retrouve à nouveau les 25-34 ans, 53% d'entre eux. Les propriétaires, 59%, c'est seulement 25% des locataires. On comprend pourquoi. Et puis dans les Pays de la Loire, en Île-de-France et dans la région centre, une majorité d'habitants seraient prêts à réaliser des travaux pour améliorer son confort pendant l'été. Quel type de travaux ont réalisé les Français ou pourraient-ils envisager de réaliser dans les 2 ans à venir? Bien, vous le voyez, là, on a toute une série de travaux qui sont testés tous les ans. Alors, on voit qu'il y a des travaux qui sont très largement réalisés ou que les Français envisagent de faire. Le changement des fenêtres, 42% l'ont fait et 16% l'envisagent. L'isolation des combles, le changement du système de chauffage. Plus de 4 Français sur 10 l'ont déjà fait ou envisagent de le faire. L'installation des thermostats programmables, l'isolation des murs, bref. Vous voyez cette liste très détaillée. Ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est les éléments qui sont le plus envisagés, donc en bleu clair, dans les 2 ans à venir
et pour lesquels les Français déclarent avoir un projet bien avancé. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très concret, dans du court terme ou du moyen terme. Vous voyez, ces projets correspondent à 5 à 8% de la population. Les projets les plus avancés, ce sont l'installation de thermostats programmables, 8%, l'isolation des murs, 8%, l'isolation des combles, 8% également, et puis le changement du système de ventilation. Au total, 49% des Français envisagent d'effectuer au moins un des types de travaux que nous avons mesurés. Voilà pour cette deuxième partie. Passons maintenant à la troisième partie en ce qui concerne les freins aux travaux de rénovation énergétique. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez hésiter à réaliser des travaux de rénovation énergétique? Bon, là, on retrouve toute une série de raisons. Il y a une raison qui se détache, qu'on a déjà vue à plusieurs reprises depuis le début de cette présentation, c'est évidemment le manque de moyens financiers qui est avancé par 43% des Français. C'est la première raison, elle écrase toutes les autres et c'était une raison attendue. Mais il y a deux autres grandes catégories de raisons, au-delà de l'obstacle financier, qui permettent de comprendre les hésitations des Français. Premier type de raison, première grande catégorie de raisons, c'est une sorte de confusion. 38% des Français nous disent qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'ils ont droit aux aides, s'ils sont éligibles, pour 21% d'entre eux. Ils estiment que les démarches sont trop complexes. On a souvent pointé depuis 9 ans le maquis des aides. On le retrouve encore cette année. Les démarches sont trop complexes pour 18% des Français. Ils ne savent pas vers qui se tourner. 13%, il n'y a pas un interlocuteur unique qui est facilement identifiable ou identifié. Bref, ils se sentent perdus face à cette nécessité ressentie de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Il y a une deuxième série de raisons qui concerne le manque de confiance, qui est un petit peu moins cité, mais qui joue tout de même, et qui recoupe le manque de confiance dans les artisans, pour 8% des Français, ou le manque de confiance dans les recommandations des travaux formulés, l'audit, le DPE, qui concerne 7% des réponses. Voilà, on retrouve là des raisons, au-delà de la raison économique, qui sont liées à la structure même du secteur d'activité de la rénovation énergétique. Oui, puis comme vous disiez, Frédéric, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de mettre en perspective par rapport aux éditions précédentes. On voit que ces principaux freins se pérennisent, augmentent même pour certains. Et les deux principaux, c'est vraiment le manque de budget. Et puis, pour le dire peut-être un peu schématiquement, des Français qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est le deuxième frein qui continue à exister et qui même augmente par rapport aux éditions précédentes. Autre élément que nous testons depuis plusieurs éditions maintenant, la connaissance de la performance énergétique de son logement et plus particulièrement de l'étiquette énergétique de votre logement. Vous le voyez, on a toujours une majorité de Français, 51%, qui ignorent l'étiquette énergétique de son logement. Alors il y a un petit tassement, une petite contraction de cette ignorance qui recule de 2 points, mais elle reste majoritaire. Plus on est âgé et moins on connaît l'étiquette énergétique de son logement. 39% chez les plus jeunes, 61% chez les plus âgés qui sont peut-être moins familiarisés avec cette notion. Peut-être qu'ils s'en désintéressent aussi, je rebondis sur votre intervention, ou peut-être aussi qu'ils sont dans un logement depuis très longtemps et quand on
accède dans un nouveau logement, on est peut-être davantage informé que quand on occupe un logement depuis plusieurs années. Deuxième clivage, plus attendu, les catégories, les cadres, les professions intermédiaires maîtrisent mieux l'étiquette énergétique de leur logement que les catégories populaires. C'est la même chose pour les propriétaires, 46% contre 56% des locataires. Notons tout de même que la connaissance de l'étiquette F ou G, donc les passoires énergétiques, est un petit peu mieux connue cette année, au moins en déclaratif. Elle progresse de 2 points et elle concerne 5% des réponses des Français. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une méconnaissance de la réalité exacte de cette étiquette énergétique dans les réponses que nous avons mesurées ici. C'est un sondage, c'est pas un recensement, c'est pas un audit de la performance énergétique des logements. Autre question de connaissance et même de notoriété, question ouverte, donc pas d'item de réponse suggérée. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de rénovation énergétique que vous connaissez, ne serait-ce que de nom? Là aussi, on a déjà esquissé ces réponses depuis le début de cette présentation. 58% des Français ne sont pas en mesure de citer une aide financière permettant de réaliser des travaux de rénovation. 58%, c'est-à-dire quasiment 6 Français sur 10. C'est considérable, même si ça recule de 3 points. Alors attention, il faut prendre ce recul avec précaution. C'est surtout la part de personnes qui disent aucun, qui régressent, qui baissent de 7 points. Et dans le même mouvement, on a une augmentation du nombre de personnes qui ne se prononcent pas, progresse de 4%. Donc le solde est négatif. On a un recul de 3 points, mais ça reste considérable. Ça reste majoritaire et très largement majoritaire. Et parmi les réponses citées, la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, sont citées dans des proportions infimes, inférieures à 5%. Il y a une seule aide qui se détache, une seule aide qui est citée spontanément par les Français, c'est MaPrimeRénov', 22%, et en progression de 5 points par rapport à l'année dernière. Donc il y a seulement MaPrimeRénov' qui parvient à la conscience des Français. Évidemment, MaPrimeRénov' constitue le gros de la catégorie aide publique, qui représente 27% des réponses, mais les aides de l'État ou l'ANA, vous le voyez, sont citées à hauteur de 4 et 3%, c'est très faible. Ensuite, on a un sous-total aide fournisseur qui est beaucoup plus bas, 5 à 6, 7 fois plus bas que les aides publiques. Dans ces aides fournisseurs, vous avez l'isolation à 1 euro, vous avez les aides des fournisseurs d'énergie, 1%. Bref, ça reste très très faible. C'est très faible aussi pour l'éco-prêt à taux zéro, 2%. Pourtant, c'est un dispositif dont on parle depuis plusieurs années. Le crédit d'impôt, l'exonération fiscale, 1% également. Bref, dans ce maquis, il y a un seul dispositif qui surnage, c'est MaPrimeRénov'. Mais le premier élément, c'est vraiment cette ignorance généralisée des aides, qui d'ailleurs alimente le sentiment d'être perdu dont vous parliez tout à l'heure. Alors c'est d'autant plus dommageable que le budget pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, le budget que les Français pourraient accorder à ces travaux en dehors des aides, est lui aussi en baisse. Il s'établit cette année à 3 816 €. C'est un recul de plus de 1 200 € par rapport à l'année dernière. Ce recul s'effectue de 2 façons. D'abord, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas en mesure de citer un budget. Ça double, on passe à 9%.
plus 5 points. Donc là, ça dit bien aussi comment les Français tâtonnent dans la construction de leur budget. Et en raison de l'inflation, ont un périmètre de vue qui est beaucoup plus réduit. Et puis surtout, c'est la part de ceux qui répondent plus de 5 000 euros qui est en chute libre, moins 8 points par rapport à l'année dernière. Et donc quand on regarde en évolution, alors l'année dernière, on avait battu un record. Il faut quand même le rappeler. On avait eu un doublement de ce budget déclaré. Donc cette année, on a une baisse. On ne retrouve pas le niveau d'octobre 2021. Donc ça veut dire aussi que les Français... c'est encore un indice supplémentaire de la prise de conscience qu'ont les Français de réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Mais la contrainte économique, la contrainte inflationniste se fait de plus en plus dure. Et donc, mécaniquement, les Français baissent le budget moyen qu'ils pourraient accorder aux travaux de rénovation énergétique. Pour terminer, évidemment, on a des vraies différences selon les catégories de la population. Chez les propriétaires, le budget est de 5 324. Chez les locataires, seulement 1 598. Chez les catégories supérieures, 5 441. Chez les catégories populaires, 2 709. Là, on retrouve évidemment des différences en termes de niveau de revenu. Ce qui est intéressant au-delà des oscillations qu'on peut noter ces dernières années, c'est la pente de la courbe, puisqu'on a une progression constante maintenant qui illustre cette prise de conscience et cette volonté des Français de mobiliser un budget de plus en plus important pour les travaux de rénovation énergétique. Et c'est évidemment une bonne chose. Alors, sur le montant, dans l'absolu, 3 800 euros, c'est déjà une somme conséquente, mais c'est quand même très en dessous des restes à charge, comme on dit, des principales opérations. Pour citer quelques exemples, le reste à charge pour l'installation d'une pompe à chaleur pour un ménage modeste, c'est 5 000 euros. Et sans parler des rénovations globales, dites performantes, qui pour des ménages intermédiaires peuvent aller jusqu'à 30 000 euros ou plus en reste à charge pour le ménage. Donc c'est bien, la tendance est à la hausse et ça traduit cette prise de conscience. Pour autant, on est très loin des niveaux de reste à charge sur les principales opérations. Passons maintenant à la quatrième partie, les leviers d'aide à la rénovation énergétique. Comment prévoyez-vous de financer vos travaux de rénovation énergétique? Nouvelle question. Vous le voyez, il y a plusieurs éléments qui peuvent être mobilisés. D'abord, l'épargne. C'est la première catégorie de réponse. Elle inclut l'épargne personnelle, 47%, beaucoup plus que l'épargne salariale, 11%. Ensuite, c'est la deuxième réponse en faisant appel à des aides publiques ou à la prime énergie, 45%, devant le prêt, notamment pour les catégories populaires. Et puis enfin, le prêt au sens large, 39%, qui recoupe le prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, 22%, le prêt bancaire classique, 15%, et puis le prêt avance rénovation, 14%. On a dit que les Français étaient perdus, avaient du mal à identifier un interlocuteur qui pourrait les aider à réaliser ces démarches et ces travaux de rénovation énergétique. Eh bien, logiquement, ils souhaitent bénéficier d'un accompagnement complet. Pour 60% d'entre eux, 38% nous disent qu'ils aimeraient disposer d'un professionnel qui coordonne toutes les étapes du processus, depuis l'audit, en passant par la recommandation, les travaux, le contrôle des travaux, l'obtention des primes, etc. Donc vraiment une prestation clé en main de A à Z. Ça, c'est pour 38% des Français, notamment les CSP+, 48%.
Un accompagnement uniquement pour les demandes d'aide serait suffisant pour 22% de la population. Ça a dit là aussi quand même à quel point tout ça reste très, très confus. Et puis enfin, 37%, donc un gros tiers seulement, préféreraient gérer les différentes phases du projet et choisir les professionnels eux-mêmes, car ils n'ont pas confiance. C'est notamment le cas chez les plus de 65 ans, on monte à 46% chez les seniors. Vous en parliez en introduction, quelle serait... pardon, alors avant de finir, peut-être un point sur les acteurs privilégiés pour justement accompagner les futurs travaux. Vers quel acteur est-ce qu'ils se tourneraient en priorité? D'abord, il n'y a pas d'acteur majoritaire. Il y en a un qui se distingue sans se détacher vraiment. Ce sont les agences France Rénov', 23%. Les autres sont sous la barre des 15%. Ma banque, mon artisan, les collectivités locales, mon fournisseur d'énergie. En bas de tableau, une entreprise de services en efficacité énergétique. Mon accompagnateur Rénov', seulement 10%, ce qui est peut-être un peu faible. Alors justement, pour terminer, depuis le 1er janvier 2023, la mise en location des logements très consommateurs d'énergie a été interdite à la location. Et ce sera la même chose à partir du 1er janvier 2025 pour les logements G. Question qu'on pose uniquement aux propriétaires, c'est-à-dire 58% de la population. Qu'avez-vous fait ou que feriez-vous si un des logements que vous mettez en location était concerné ? Eh bien, vous le voyez, d'abord, les propriétaires seraient nombreux à consentir des efforts. Ils réaliseraient des travaux de rénovation énergétique pour 26% d'entre eux, ou ils réaliseraient avant tout un audit ou un diagnostic de performance énergétique du bien pour 24% d'entre eux. La revente concernerait 22% des propriétaires, l'inaction 14%, et puis l'arrêt de la location du bien 11%. Si on regarde maintenant uniquement les propriétaires bailleurs, alors c'est très faible, c'est 33 personnes seulement dans notre échantillon, c'est 2% de l'échantillon, donc il ne faut pas regarder les chiffres au point près, mais plutôt les grandes masses. Là, on se rend compte que l'inaction concerne à peu près le même volume, 15%. En revanche, la réalisation d'un audit serait beaucoup plus réalisée, de la même façon que l'arrêt de la mise en location du bien, la revente du bien, en revanche, serait beaucoup plus faible. Et la réalisation de travaux de rénovation énergétique ne concernerait qu'un dixième environ des propriétaires bailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux résultats de cette 9e édition du baromètre de la rénovation énergétique. Merci beaucoup Frédéric. Alors, des résultats qui sont extrêmement intéressants. D'abord, si on les compare en tendance aux éditions précédentes, et puis aussi extrêmement intéressant au regard des nouvelles questions de ce baromètre. Pour faire un récapitulatif des principaux résultats, d'abord, on a une prise de conscience, on le disait, qui s'ancre dans la réalité des Français, avec des Français d'abord, et c'est la nouvelle question, qui subissent le chaud dans leur logement l'été. On a une facture d'énergie qui reste à un niveau très élevé, en particulier pour les classes modestes. Et puis, et c'est en forte hausse par rapport à l'année dernière, des Français qui ont l'intention de réaliser des travaux de rénovation énergétique, avec, on en parlait à l'instant, avec un budget à mobiliser pour ces travaux en hausse constante. Pour autant,
le fossé se creuse entre cette ambition, cette volonté et le passage à l'acte, puisque une majorité des Français, sur les 10 dernières années et dans les 2 années qui viennent, ne sont pas prêts à se lancer dans des travaux. Et puis, on s'intéresse beaucoup évidemment aux passoires énergétiques et aux nouvelles obligations qui pèsent sur elles, sur les propriétaires. Et malgré ces obligations, les propriétaires de passoires thermiques, dans leur majorité, disent ne pas avoir l'intention de réaliser de travaux de rénovation, et ce malgré les obligations qui arrivent. Alors, pour comprendre ce fossé qui se creuse, on a les freins dont on vient de dire qu'ils s'ancrent aussi dans la réalité, malheureusement, avec cette méconnaissance des Français qui sont généralement perdus. Donc méconnaissance du logement, et ça c'est une réalité qui est nouvelle sur les dernières années. Une méconnaissance de l'écosystème et en particulier des dispositifs d'aide. Et puis le frein budgétaire, le frein économique, avec en particulier des Français qui ont moins de 100 € à mobiliser pour les travaux de rénovation énergétique. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre, de revenir un petit peu aux explications de base, et le baromètre nous donne des explications sur les besoins des Français. Les besoins des Français, c'est quoi ? C'est d'abord un besoin de connaissance de leur logement, de l'état thermique de leur logement. C'est aussi un besoin d'accompagnement. Et puis c'est la nécessité de pouvoir mobiliser des solutions de financement au-delà des prêts bancaires, dont la majorité des Français nous disent ne pas vouloir prendre un prêt bancaire. Et puis encore un besoin pour les passoires, puisque les bailleurs de passoires nous disent vouloir recourir à un audit dans le sens d'une meilleure connaissance de leur logement. Sur cette base-là, donc sur ce constat-là, et pour revenir encore une fois aux besoins, nous voulons proposer 2 grands axes de recommandations, de propositions à destination des pouvoirs publics, pour que le dispositif de la rénovation énergétique, des aides à la rénovation énergétique, tienne plus compte des besoins des Français. Alors un premier axe de proposition qui vise à prendre plus en compte le besoin de mobiliser des financements pour des opérations de rénovation simples et performantes. Alors pourquoi cette proposition ? Parce que l'évolution du dispositif et les projets de réforme qui sont en discussion vont plutôt dans l'autre sens, en limitant les aides publiques à des opérations extrêmement compliquées que les Français ne sont pas prêts à mettre en œuvre, en particulier les rénovations globales. Et pour revenir aux passoires thermiques, si on veut atteindre les objectifs de suppression des passoires thermiques, on n'y arrivera pas si on ne peut pas mobiliser en parallèle de ces rénovations globales des opérations et des rénovations simples, voire des opérations monogestes, dans la mesure où elles sont suffisamment performantes. Très concrètement, des opérations type isolation
peuvent, dans certains cas, à partir du moment, encore une fois, j'insiste, où elles sont suffisamment performantes, peuvent permettre de sortir de l'état de passoire thermique. Donc notre recommandation, c'est que le dispositif prenne en compte et pérennise, renforce les niveaux d'aide pour des opérations performantes mais simples de rénovation, ce qui permettrait aussi, pour revenir sur l'isolation, de répondre aux besoins des Français vis-à-vis de la chaleur en été, puisque l'isolation ou le changement d'équipement de chauffage dans certains cas, de chauffage c'est paradoxal, mais de thermique, permet de répondre à l'inconfort lié à la chaleur l'été. Deuxième axe de recommandation qui vise à répondre aux deux besoins qui ressortent et qui sont exprimés par les Français. Le besoin d'accompagnement et un besoin d'une meilleure connaissance du logement des Français. Alors, pour commencer par le besoin d'accompagnement, vous avez vu, les résultats sont probants. Hein, une vraie attente en matière d'accompagnement par une très grande majorité des Français. On voit, et les textes, le cadre réglementaire le prévoit, un nouvel acteur agréé par l'État, c'est Mon Accompagnateur Rénov'. Ça, c'est évidemment une bonne chose, mais encore faut-il que des moyens suffisants soient mis à disposition de cet acteur et de tout autre acteur qui accompagnera les Français dans leurs travaux de rénovation énergétique. Donc notre recommandation en matière d'accompagnement, elle est simple aussi. Il faut que les Français puissent mobiliser ces acteurs, ces accompagnateurs, et donc permettre à des moyens suffisants pour un accompagnement de qualité et pour toutes les opérations. Et puis, en matière de connaissance du logement, là encore, certains Français, certains propriétaires expriment le besoin d'un audit. Nous, notre conviction, c'est que l'audit, c'est le point d'entrée de travaux de rénovation énergétique. C'est le meilleur moyen de s'orienter en toute connaissance de cause vers des opérations qui sont performantes, qui sont efficaces et adaptées à la situation de chacun. Donc encore une fois, une recommandation simple, que le dispositif supporte ces audits avec, et c'est un point qui est discuté beaucoup en ce moment, en garantissant des audits de qualité. Donc un renforcement aussi du cahier des charges des audits et des contrôles pour assurer aux Français des audits de qualité. Alors, j'ai cliqué un petit peu tôt. On est arrivé au bout de la présentation des résultats du baromètre. Et je profite de l'occasion pour vous annoncer une nouvelle dont on est très fiers chez Texial. Baromètre après baromètre, on a compris et on prend en compte les besoins exprimés des Français. Et donc on lance, et on vous l'annonce aujourd'hui, on lance une nouvelle marque qui s'appelle Promis. C'est le nouveau nom de Mon Expert Rénovation Énergie. Et Promis, plus qu'une marque, d'abord c'est une mission. La mission, c'est de répondre aux besoins des Français en matière d'accompagnement, un accompagnement de A à Z, tout au long de leur projet de rénovation énergétique. C'est une marque destinée aux particuliers pour les aider et pour les accompagner, encore une fois, dans leur rénovation énergétique.
Promis, c'est aussi une promesse, la promesse d'excellence, une promesse de proximité, et puis une promesse d'intégrité. Et puis pour répondre aux besoins des Français, c'est une gamme de services complète qui correspond aux besoins tout au long de ces projets de rénovation énergétique, depuis les premières étapes de compréhension, d'audit, de thermique énergétique des logements, puis le calcul, le versement des primes, des aides à la rénovation énergétique, une aide au choix de l'artisan, des professionnels, et puis des solutions de financement du reste à charge, ce dont on parlait tout à l'heure, et jusqu'à une protection juridique en fin de chantier. Voilà, donc encore une fois, c'est quelque chose dont on est très fier. Le lancement de cette nouvelle marque est plus qu'une marque promis, c'est une mission et la réponse aux besoins d'accompagnement de A à Z des Français dans leur rénovation énergétique. Je vous remercie. On est à votre disposition avec Frédéric Michaud pour répondre aux questions, soit dans la salle, soit à distance. Voilà, donc on va passer aux questions en salle et puis on poursuivra avec les questions sur le chat que vous pouvez d'ores et déjà poser en ligne. C'est plus une remarque qu'une question. C'est effectivement de voir la proportion des personnes qui sont prêtes à financer leurs travaux eux-mêmes et dans une mesure assez colossale pour rénover entièrement leur logement. Il y en a finalement assez peu. Et ça n'évolue pas malgré l'actualité. Vous avez raison, et ce qui évolue, c'est le montant que les Français sont prêts à mettre pour les travaux de rénovation, mais ça reste très inférieur au montant total du reste à charge. Donc concrètement, sans solution de financement, les Français sont contraints à se débrouiller. Et c'est pour ça que des solutions de financement sont extrêmement importantes, des solutions de financement du reste à charge, et il en existe. Et vous avez raison, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas suffisamment mobilisé. On voit qu'en France, effectivement, on se plaint beaucoup finalement, mais on agit peu derrière. On a l'impression de ça un petit peu, entre les gens qui souffrent d'un inconfort d'hiver ou d'été et ceux qui veulent passer à faire des travaux. Il y a une deuxième remarque, c'est vous ne demandez pas, il n'y a pas de question sur les personnes qui sont prêtes à faire eux-mêmes leurs travaux. Voilà, il y a un certain nombre de choses végétalisées, par exemple, on a parlé, les murs, le jardin, isoler le sol, les murs, c'est des choses qui peuvent être entreprises par le particulier lui-même, et il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. Alors, il y a une question, et en tout cas des éléments de réponse sur la végétalisation pour les travaux liés à la chaleur. Mais c'est vrai que ça ne ressort pas forcément. C'est sans doute quelque chose qui n'est pas suffisamment développé, qui pourrait être incité dans le cadre d'un accompagnement. C'est quelque chose qui peut être aussi, ça peut faire partie des scénarios qui sont proposés dans le cadre d'un audit. Encore une fois, un audit est censé répondre à tous les cas spécifiques, et y compris proposer des solutions d'auto-rénovation en complément d'autres solutions. En fait, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution standard ni monolithique, j'allais dire. Il y a pas c'est pas la rénovation globale qui est la solution. C'est pas non plus un seul geste unique. Ça peut être d'abord
une certaine planification, donc ça peut être fait dans le temps progressivement. On peut sortir de l'état de passoire énergétique dans un premier temps avec un saut de classe, et puis avoir des objectifs plus ambitieux ensuite, en fonction des moyens qu'on peut mettre à disposition. Et dans ces solutions étalées dans le temps, il peut y avoir aussi l'autorénovation. Une question, après je ne monopolise pas le micro. Quelle est la promesse de Promis par rapport à mon expert rénovation énergie? Quelle est la différence? Alors, la différence essentielle, mon expert rénovation énergie, d'abord c'est une plateforme, c'était une plateforme plutôt qu'une marque, qui proposait essentiellement des services de mobilisation des aides financières, plutôt le volet financier de l'accompagnement. Promis vise à répondre à un besoin plus large qui est exprimé dans le baromètre, et donc propose un accompagnement tout au long du projet, depuis l'audit jusqu'à la fin des travaux, avec un accompagnement, une protection juridique, et puis pendant les travaux, une mise en relation, une expertise sur les travaux, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'une gamme complète de services pour accompagner les Français de A à Z dans leur rénovation énergétique. Merci Jean-Philippe Pied, Green Univers. Déjà sur le nouveau nom, est-ce que ça remplace Texial en fait? Est-ce que c'est le nouveau nom de Texial? Non, c'est une marque de Texial. C'est une des marques de Texial, d'accord. Et l'autre chose, c'est est-ce que vous anticipez une baisse d'activité pour vous l'année prochaine du fait de la réforme à partir du 1er janvier, qui donne plus d'importance à l'ANA, à MaPrimeRénov', qui insiste beaucoup sur les rénovations globales avec un objectif de 200 000 opérations à terme. En fait, est-ce que c'est une baisse d'activité sur laquelle que vous prévoyez? Notre inquiétude, elle est plutôt pour les Français, et le nombre d'opérations. Et ce dont on parlait à l'instant, c'est que cette réforme, le risque de cette réforme, c'est d'exclure l'ensemble des passoires thermiques des aides publiques, en les cantonnant aux opérations de rénovation globale. Et on parle dans un premier temps de 5 millions de logements, donc c'est 5,2 moins 200 000, 5 millions de logements qui seraient exclus, 5 millions de passoires thermiques qui seraient exclus des aides publiques, et à terme 12 millions, puisque la réforme s'appliquerait en 2025 aux logements de catégorie E. Alors, encore une fois, c'est difficile de se projeter, mais notre inquiétude, elle est surtout sur tous ces logements qui seraient exclus des aides publiques, et qui pour les passoires thermiques, pour les propriétaires de passoires thermiques, qui ne pourraient pas engager, ou peut-être qui arrêteraient leur projet de rénovation énergétique, en particulier même ceux plutôt qui avaient l'intention de le faire en mobilisant les différentes aides publiques et privées. Donc c'est une vraie inquiétude pour le rythme des rénovations. C'est pas tant notre activité, c'est surtout les Français. Et je pense personnellement qu'il y a un risque de non-atteinte des objectifs, non seulement en matière d'élimination des passoires thermiques, mais aussi les objectifs en matière de rénovation énergétique. Dans le contexte tout au début, on donnait la trajectoire qui a été annoncée
dans le cadre de la planification écologique par le président de la République. L'objectif en 2030, c'est 2,5 millions rénovations par an en 2030. Donc vous voyez qu'on est très très loin du compte. Et le fait d'exclure toute une partie des logements, non seulement des aides publiques, mais surtout d'opérations simples qui peuvent être faites rapidement et simplement, c'est une vraie source d'inquiétude. Oui, au niveau des offres de promis, vous n'incluez pas apparemment la coordination des travaux. Et on sait que dans une rénovation, dès qu'il y a plusieurs corps de métier, on sait que s'il n'y a pas une bonne coordination entre les corps de métier, la rénovation peut ne pas être efficace. Alors vous avez raison, la coordination des travaux concerne essentiellement les opérations de rénovation globale. Donc nous, Promis vise à accompagner les Français dans pour répondre à leurs questions aussi techniques au moment de la réalisation des travaux et pendant le chantier. En revanche, on ne se substitue pas aux artisans, c'est pas le rôle de Promis ni de Texial. Donc on ne réalise pas les travaux, on ne coordonne pas les travaux en tant qu'artisan coordinateur ou professionnel coordinateur. Pour autant, Promis propose un accompagnement technique pour assurer que les Français font bien le bon choix avant les travaux, et en particulier sur les devis des travaux. Bonjour, je n'étais pas au début de l'intervention, donc je vais peut-être poser une question inadéquate. Deux choses, là vous dites que les logements GEF, très bas passoire thermique, ne seront pas aidés. Ils vont être aidés dans le cadre de la rénovation globale, puisque tous les budgets vont passer sur eux, donc il va y avoir quand même des logements rénovés, enfin il faut l'espérer, s'il y a les entreprises et si tout suit. D'autre part, là, je change de sujet, parmi les outils ou les acteurs connus par les Français pour les accompagner, vous avez passé assez vite le tableau et il me semble que les mandataires sont très bas par rapport à France Rénov', et alors qu'ils font énormément de communication. Si vous cliquez sur Internet, vous tombez chez eux en premier. Et d'autre part, ils annoncent quand même des chiffres global de rénovation de logements, 50 000 l'un, 100 000 l'autre. Donc je suis assez surpris que ça sorte aussi bas, ce chiffre. Comment vous pouvez l'expliquer ? Alors, sur la première question, effectivement, le projet de réforme vise à orienter systématiquement les passoires thermiques vers des rénovations globales qui seront aidées. Alors, dans la capacité et l'objectif, c'est 200 000 par an. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les passoires thermiques, si un propriétaire de passoire thermique ne peut pas, ou pour des raisons opérationnelles ou pour des raisons financières, faire une rénovation globale, les opérations simples, ce qu'on appelle les monogestes, en particulier l'isolation par exemple, ces propriétaires-là ne pourront pas bénéficier d'aides publiques. Et c'est là la source d'inquiétude, parce que c'est pour nous un des moyens les plus pertinents de sortir de l'état de passoire. Alors, ça ne permet pas d'atteindre, dans certains cas, ou dans tous les cas, un niveau BBC, mais ça permet de sortir de l'état de passoire. Et puis, ça permet de le faire progressivement et sans doute de manière plus adaptée, non seulement par rapport au budget, et puis par rapport à la mobilisation du logement, tout simplement. Et sur la deuxième question, alors je ne sais pas bien ce que vous visez par mandataire. Il faudrait que vous remettiez le tableau où vous listez tous les acteurs de la rénovation énergétique connus par les Français.
Enfin, il me semble avoir vu passer les mandataires très bas. Ah, c'était après, ouais, vous y êtes passé. Là. Voilà. Tac. Voilà. Une entreprise de service en efficacité énergétique, c'est ça, on en parle. Ah oui. Oui. 10%, c'est pas beaucoup, non? Enfin, je sais pas, ça me surprend. Les collectivités locales, 11%, c'est bien, ça, par contre. Bah, ça illustre une méconnaissance globale de l'écosystème. Concrètement, c'est pour ça qu'on fait ressortir, et c'est aussi pour ça qu'on lance Promis, parce qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, et les acteurs ne sont pas suffisamment connus. Les agences France Rénov' ressortent en premier et sont connues parce qu'il y a évidemment eu beaucoup de communication. Les agences France Rénov', c'est évidemment un bon point d'entrée, c'est pas non plus un accompagnement complet. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la 10e édition l'année prochaine.